La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Alors, chers amis, bonjour, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. L'histoire, on le sait, est une matière combustible et on ne touche pas à certains mythes sans risquer de se blesser. Plus de 50 ans après sa mort, dans l'imaginaire historique québécois, Maurice Duplessis joue encore le rôle de repoussoir politique et moral. C'est contre la philosophie qu'on lui prête que s'est construit le Québec moderne, et plus encore, ce qu'on appelle le récit de la le grand récit de la Révolution tranquille. Duplessis serait une figure absolument irrécupérable. Nul ne peut se réclamer de certaines parties de son héritage sans se voir disqualifié politiquement et transformé en réactionnaire infréquentable. D'ailleurs, encore aujourd'hui, pour discréditer certaines idées politiques, on les associe au fondateur de l'Union nationale. Et pourtant, Martin Lemay, ancien député péquiste de Sainte-Marie-Saint-Jacques de 2006 à 2012, vient de transgresser ce tabou historico-politique en se portant dans son dernier livre à la défense de Maurice Duplessis, un livre que j'ai par ailleurs eu l'honneur de préfacer. Selon lui, Maurice Duplessis a été injustement diabolisé et nous devons redécouvrir son bilan et son héritage. Notre mémoire du régime Duplessis est-elle déformée? Quelle était la nature du nationalisme du chef de l'Union nationale? Comment expliquer sa très mauvaise réputation 50 ans plus tard? Était-elle méritée? Et si oui, pourquoi? Avec Martin Lemay, pour parler de ces questions, je recevrai aussi l'historienne Lucia Ferretti, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a publié en 2010, en collaboration avec Xavier Gélina, un ouvrage collectif ayant pour titre « Duplessis, son milieu, son époque ». C'était chez Septentrion. Alors Martin Lemay, je commencerai avec vous, puisque vous êtes l'auteur de l'ouvrage qui est à l'origine de notre rencontre. Pourquoi faut-il réhabiliter Duplessis? Essentiellement pour deux raisons. Ce qui me motive, c'est un sentiment de justice, parce que nous avons effectivement été très injustes envers lui. Et aussi, c'est un autre sentiment d'injustice que je ressens très fort. Nous avons aussi été injustes envers les Canadiens français de cette époque-là. Donc, le mythe de la Grande Noirceur, c'est effectivement un Maurice Duplessis, dictateur obscurantiste, mais c'est aussi ce qui sous-tend ce récit-là, c'est que les gens étaient assez bêtes pour l'élire et le réélire pendant 18 ans, dont 14 ans consécutivement. Donc, c'est un peu le sentiment d'injustice envers l'individu, le premier ministre que fut Maurice Duplessis, mais aussi envers ces braves Canadiens français qui, pendant de si longues années, ont cru en lui, pour des raisons là, que nous pourrons discuter un petit peu plus tard. Lucia Ferretti, Maurice Duplessis a très mauvaise réputation. Est-ce que c'est seulement pour de mauvaises raisons? Non. Maurice Duplessis a mauvaise réputation pour les raisons que Martin Lemay et vous-même venez d'évoquer. Maurice Duplessis a mauvaise réputation aussi pour des raisons qui lui appartiennent en propre. Je ne voudrais pas me porter à l'attaque exclusive de Maurice Duplessis aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de faire un bilan nuancé de son œuvre, mais il est certain qu'il a quand même une part de responsabilité dans la création du mythe de la Grande Noirceur. Alors, je reprends sur ce terme très important qui définit l'imaginaire historique québécois, le mythe de la Grande Noirceur. Plusieurs historiens vont nous dire c'est un mythe qui ne tient pas la route. Le Québec avait déjà commencé son développement, la modernité était déjà enclenchée, bon, tout le tralala. Et pourtant, c'est un mythe qui dure, c'est un mythe qui structure encore l'imaginaire historique québécois. Et la question que je me pose et que je vous pose, c'est pourquoi croyons-nous encore, à tort ou à raison, 50 ans plus tard, à la Grande Noirceur? Martin Lemay. Manifestement, les Québécois n'ont pas senti le besoin de remettre en cause ce mythe historique qui les gouverne depuis une cinquantaine d'années. Et dans le fond, je vous parlais de sentiment d'injustice, vous me permettrez aussi de parler d'un autre sentiment qui est celui de la déception, parce que Maurice Duplessis est mort il y a plus de 50 ans. Il me semble qu'une société mature politiquement pourrait commencer à regarder son passé de façon un petit peu plus, si vous voulez, de façon moins passionnelle, moins passionnée qu'ils ne le font actuellement. Donc, pour moi, ça me donne un indice de l'incapacité parfois des Québécois de débattre, de soumettre un contre-mythe au mythe qu'on a tenté de leur imposer. Lucia Ferretti. C'est certain que la Grande Noirceur est un mythe.
c'est certain que quand on examine le bilan de Duplessis ou du gouvernement du Québec, terme à terme, il n'y a aucune raison de parler de grande noirceur. Maintenant, il faut bien voir, et Martin Lemay l'indique dans son livre, que ceux qui ont créé ce mythe-là, les premiers, sont les grands centralisateurs de la génération suivante, c'est-à-dire Pierre-Éliott Trudeau, Hébert, Gérard Pelletier, auquel il faut ajouter le caricaturiste Robert Lapalme, qui pendant des années et des années a organisé d'une manière illustrée ce mythe-là de la grande noirceur. Et ces gens-là ont orchestré le mythe pour des raisons avant tout politiques. Ils avaient et ils ont diffusé du nationalisme une conception complètement erronée, c'est-à-dire qu'ils en ont fait un mouvement qui était xénophobe, raciste, arriéré, alors que le nationalisme canadien-français et d'une manière générale le nationalisme québécois encore aujourd'hui est un nationalisme seulement défensif, jamais offensif. Ils ont ridiculisé, rendu incompréhensible la lutte nationale des Québécois et ils ont pu s'appuyer sur un gouvernement particulièrement conservateur, celui de Maurice Duplessis, pour étayer leur thèse. Donc c'est certain que ensuite ils ont possédé les ondes, possédé les postes et qu'ils ont pu contribuer à répandre ce qui est quand même un mythe. Mais là où le bas blesse, je poursuis sur... là où le bas blesse, c'est que des fédéralistes centralisateurs veuillent politiquement attaquer leurs adversaires. En politique, justement, c'est un peu normal. Mais que leurs adversaires, soit les nationalistes et plus tard les indépendantistes, intègrent dans leur analyse du passé canadien, français et québécois, intègrent les insultes de Pierre-Éliott Trudeau. Il y a de quoi être décontenancé un petit peu, là. Que M. Trudeau dise ce qu'il dit, ce qu'il a dit toute sa carrière, c'est bien. Mais que les indépendantistes, à part peut-être un peu René Lévesque, je dois dire, mais que la plupart des nationalistes et indépendantistes croient au mythe de la grande noirceur, qui a été, comme le dit madame, organisé par ses adversaires politiques, ça me laisse un peu décontenancé. Lucia Ferretti? Il y a quand même une raison, il y a quand même des raisons qui expliquent ça. Et les raisons, essentiellement, c'est replaçons-nous dans le contexte des années 1950 pour un instant. Et dans ce contexte-là, on s'aperçoit qu'il y a toute une génération de jeunes professionnels laïcs qui arrivent à l'âge adulte. Ces gens-là n'ont pas choisi la vocation religieuse. En conséquence, ils ne pourront jamais être cadres dans les collèges classiques, dans les organismes de santé, dans les nouveaux centres de services sociaux, etc., etc., parce qu'ils ne sont pas religieux. Ils ne pourront pas faire carrière dans la fonction publique fédérale qui est farouchement francophobe. Ils ne pourront pas faire carrière dans la fonction publique provinciale qui est maintenue en sous-développement par Maurice Duplessis. En conclusion, nous avons là une génération de jeunes hommes laïcs, qu'ils soient fédéralistes ou plus autonomistes, qui se sentent absolument brimés, étouffés dans leur ambition de professionnels, dans leur ambition même de servir le Québec de leur époque. C'est un peu normal que, se sentant étouffés, ils aient comme spontanément accusé le gouvernement provincial de ne pas finalement développer l'État du Québec comme tous les États occidentaux étaient à l'époque en train de se développer. Martin Lemay. C'est une critique tout à fait légitime et je la comprends, je l'indique dans mon livre d'ailleurs. C'est les frustrations vécues, mais de là à dénigrer son peuple, de là à de dénigrer Duplessis et par le fait même dénigrer son peuple, dénigrer le conservatisme, bref, de là à faire table rase. Moi, il y a un petit bout là que je suis pas psychiatre là. Il y a un petit bout là que je ne comprends pas. Je comprends la frustration, je comprends l'impatience, mais de là à
tout s'aborder, à tout jeter par-dessus bord. Pour moi, il y a une marge entre les deux. Martin Lemay, d'ailleurs, vous avez un chapitre où vous vous intéressez à ce que vous appelez l'hyperbole, c'est-à-dire le sentiment, les récits finalement des intellectuels et des politiques au moment de ce qu'on appelait la Grande Noirceur, et vous comparez un peu ce que pouvait dire un intellectuel québécois en 53 ici avec ce que pouvait dire quelqu'un qui vivait en Russie au même moment ou en Allemagne 15 ans plus tôt. Puis on a l'impression, effectivement, en vous lisant, que certains des Québécois de l'époque ont vécu ce qu'on appelle la Grande Noirceur comme un des moments totalitaires les pires du 20e siècle. Est-ce que c'est principalement ça que vous critiquez dans l'ouvrage? Moi, la critique de la période que l'espèce de réduction de cette période en une espèce de moment franquiste local. Parce que madame l'a dit, c'était des gens éduqués qui ont été très souvent dans des grandes universités en Europe, aux États-Unis, et ils sont incapables de faire la part des choses entre ce qui se passe ailleurs. Il faut le savoir, là, entre 1930 et 1960, le monde est à feu et à sang. Et nos intellectuels ici, à cause de frustrations personnelles légitimes, j'insiste, légitimes, font un portrait de Maurice Duplessis comme les dictatures ont été vécues par les Européens ou les Chinois ou les autres. Bref, mais j'ai aimé faire ce chapitre-là, mais en même temps, il m'a énormément déprimé parce que j'ai pris conscience là de la profondeur du mépris de ces intellectuels pour leur propre peuple, nationaliste et fédéraliste. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. La Deuxième Guerre mondiale a vraiment marqué le début d'un nouveau monde. Et après la guerre, pas seulement au Québec, mais partout dans le monde occidental, je ne parle pas de l'Union soviétique et du bloc de l'Est, partout dans le monde occidental, vous avez une nouvelle jeunesse qui accède à la prospérité, qui accède à une société de consommation que n'ont pas vécu ni leurs parents, ni leurs grands-parents, ni personne avant eux. Ces gens-là ont, disons, jusqu'à un certain point, une certaine, c'est vrai, condescendance pour l'époque qui les a précédés, une époque de gagne petit, une époque où il fallait vraiment économiser chaque sou, une époque de familles très nombreuses. Eux ont eu des chances que les générations avant eux n'avaient pas eu. Et ce n'est pas seulement au Québec qu'on remarque que la jeunesse des années 50, surtout la jeunesse instruite, va être plus condescendante envers ses aïeux immédiats, disons, que dans d'autres milieux. Parce qu'en même temps, dans les milieux ouvriers, vous avez tout ce qui tourne autour de la JOC, la jeunesse ouvrière catholique à l'époque, où là, vraiment, on sent un dynamisme, on sent un côté positif, on sent un côté d'avancement qu'on ne retrouve pas chez les élites, par exemple, de la jeunesse étudiante catholique, qui se réfugie dans une espèce de spiritualisme désincarné, qui en effet est plein de condescendance pour la génération antérieure. Il faut pas quand même généraliser à l'ensemble. Lucia Ferretti, je vous poserai une question. Vous évoquez avec raison ce qu'on pourrait appeler, je reprendrai la formule de Finkielkraut, le sentiment d'ingratitude qui se diffuse à partir des années 50 et plus encore 60 envers le monde d'hier. Au point même où, selon la formule de l'amalgame, eh bien, tout est à peu près rassemblé. Un ami professeur à Sciences Po me disait récemment que pour ses étudiants, Pétain, De Gaulle, en dernière instance, l'un était moins pire que l'autre. Mais c'était deux nationalistes. Donc, quelque chose, un autre monde détestable. Il n'en demeure pas moins que dans le Québec des années 60, ce à quoi on assiste, c'est à l'effondrement, appelons ça du camp conservateur. L'effondrement du parti conservateur au sens large du terme, qui n'est pas parvenu à se moderniser ou qui n'est pas parvenu à se transformer, qui n'est pas parvenu, malgré par exemple des figures comme Jean-Guy Cardinal, comme Marcel Masse, malgré le fait qu'il y a eu une certaine relève johnsoniste à l'Union nationale, l'héritage, il n'y a pas eu de reprise volontaire ou délibérée de l'héritage de Duplessis. Comment expliquez-vous cette rupture assez radicale qu'on ne retrouve pas peut-être ailleurs de la même manière? Mais je pense que
Franchement, si je dois donner une explication rapide, je pense qu'une grande partie du phénomène que vous décrivez vient du fait que dans la deuxième partie du règne de Duplessis, celui qui commence en 44, là, qu'on a associé vraiment à la Grande Noirceur, Duplessis a systématiquement refusé d'utiliser les outils de l'État québécois pour que l'État organise la société, le territoire, la nation. Et donc, au moment où son régime s'est effondré, il y a eu un immense rattrapage à faire. Le Québec était, on doit le reconnaître, sur le plan de l'organisation d'une société providentialiste. Il a concédé l'État-providence à Ottawa, d'une certaine manière. Il a laissé faire Ottawa. Et donc, il y avait un rattrapage à faire dans les années 60 au Québec pour reprendre, en fin de compte, les outils, pour que l'État québécois reprenne les outils qui avaient été trop concédés à Ottawa, pas seulement par Duplessis, d'abord et avant tout par Taschereau et Godbout, mais dans le fond, Duplessis n'a pas utilisé les marges de manœuvre qu'il aurait pu pour développer ça. Et donc, il y a eu un sentiment énorme de rattrapage, un nécessaire rattrapage qui rendait obsolète, on peut dire, le conservatisme de Duplessis. Martin Lemay, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de 1945, Duplessis n'est plus un homme de son temps, de son époque? Il est appelé inévitablement un jour à disparaître de la carte, pas seulement personnellement, mais est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, ce n'est plus l'homme de son temps et on lui en veut finalement d'avoir maintenu un régime, une certaine idée de la société, une certaine idée de la culture pour la société canadienne-française qui n'était plus celle de son époque? Oui, probablement, mais on oublie un facteur très important. Ici, c'est l'ancien homme politique qui parle. Vous avez été député de 2010 à 2012 et voilà. Vous avez eu une carrière politique à Montréal. Mais M. Duplessis a été élu et réélu. Et les gens savaient à quoi s'attendre. Historiquement, et je sais pas si Mme Ferretti va pouvoir confirmer, mais je pense que c'est l'historien Michel Brunet qui a écrit là-dessus. Historiquement, les Québécois se méfiaient de l'État, se méfiaient des taxes, des impôts, se méfiaient parce que pour eux, c'était le fédéral, c'était anglais, pour toutes sortes d'autres bonnes et mauvaises raisons. Donc, si M. Duplessis ne croyait pas effectivement à l'État-providence, c'est tout à fait exact, il n'y croyait pas. D'ailleurs, je le cite à maintes reprises dans mon livre, disant que pour lui, c'est l'initiative individuelle qui prime et non pas les actions d'un État. Mais les gens croyaient, je crois que la majorité des gens, des Canadiens français à l'époque, croyaient aussi à ça. Donc, ils l'ont élu et réélu sur la base, si vous voulez, de cette philosophie plutôt conservatrice, il faut le dire. Mais en même temps, ce qui est quand même étonnant dans le cas de M. Duplessis, autant il se méfiait de l'État, mais autant il n'hésitait pas quand même à s'en servir quand c'était le temps pour ce qui est de l'éducation, de la santé. Bon, il aurait probablement dû aller plus loin. Mais il reste que il y avait quand même un ferment d'État autonomiste aussi, ça c'est très important. Il avait semé ça, et je crois que ceux qui l'ont suivi ont pu profiter du fait que l'État était pas très endetté, était pas très gros. Moi, je me demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laissera à nos enfants? Un gros État québécois, bien sûr, c'est pas le débat, mais il reste que ce que l'on laisse, c'est aussi important en politique. Et M. Duplessis, à mon sens, je crois, voulait laisser l'avenir ouvert. Et je termine en disant ceci, et là, je paraphrase Léon Dion. M. Duplessis a probablement tué le conservatisme par trop de conservatisme. Lucia Ferretti, Martin Lemay vient de rappeler une chose, effectivement, Duplessis a été élu, réélu, réélu. L'explication, normalement, qui circule, c'est parce que, bon, il truquait les élections, il faisait voter les morts, c'est un régime fondamentalement corrompu. Est-ce qu'on peut réduire la réélection, les nombreuses, finalement, le long passage au pouvoir de Duplessis à ces techniques électorales douteuses, ou est-ce qu'il y avait un véritable électorat qui le reconduisait régulièrement au pouvoir, et quelles étaient les raisons, finalement, de cette adhésion populaire? Non, je pense que c'est les deux, Alors, d'un côté, pour passer vite, il faut quand même reconnaître que, en effet, Duplessis et l'Union nationale voulaient le pouvoir et ils ont pris les moyens pour garder le pouvoir. Ça voulait dire, entre autres, une carte électorale favorable.
une surreprésentation des comtés ruraux, ce qui n'est pas si mauvais en soi parce qu'il faut occuper le territoire et les gens qui habitent dans les régions éloignées ont toutes sortes de désavantages que n'ont pas, donc on leur donne une surreprésentation politique pour maintenir des régions vitales, mais en tout cas, ça se fait, mais il reste que la carte électorale était très favorable à l'Union nationale. Gérard Martineau, comme trésorier du parti, était aussi un homme très doué. La répartition du petit patronage, les contrats de construction, les contrats de voirie, un petit peu saupoudrés partout, c'est aussi quelque chose qui a été. Et puis, il n'y avait pas d'enveloppe brune dans ce temps-là, mais il y avait quand même un 10% des contrats qui retournaient à la caisse de l'Union nationale. Aujourd'hui, ça nous apparaît plus, on s'est presque habitué parce que l'Union nationale n'a pas le monopole du patronage ni de la corruption politique. Peut-être qu'un jour, l'UPAC finira par pouvoir faire son travail et nous en saurons plus sur les méthodes de financement de certains partis. Il reste que, oui, si Duplessis est resté au pouvoir si longtemps, c'est aussi parce qu'il s'arrangeait pour gagner ses élections. Il avait créé un système de clientélisme qui était imbattable à l'époque. Taschereau avait fait et Godbout avait fait de même et Lesage fera de même. Cependant, il y a aussi, c'est un fait, une population qui n'était pas seulement aveugle et abétie et qui a pu trouver dans le discours de Maurice Duplessis, et particulièrement ses positions autonomistes, quelque chose qui résonnait profondément. Maintenant, c'est sûr que Duplessis a été autonomiste. Il l'a été parfois malgré lui. Et on peut se demander si Duplessis a servi l'autonomisme ou si l'autonomisme a servi Duplessis. Mais Martin Lemay, vous développez c'est les deux, votre livre, vous commencez autour de cette question-là en disant Duplessis était nationaliste, vous ne savez pas s'il était sincère, mais ça ne vous dérange pas parce qu'en dernière instance, vous le jugez sur les résultats. Ben oui. Le rapport de Duplessis à l'autonomisme, vous l'analysez comment? Oui, évidemment, il a senti au fil de son expérience politique que l'autonomisme pouvait être rentable pour lui. Et d'ailleurs, les libéraux fédéraux lui ont rendu le travail assez facile. Dans le fond, c'est moins l'autonomisme ou le nationaliste de Duplessis que si vous voulez la bêtise des libéraux fédéraux qui ont aidé Duplessis. Duplessis a compris très tôt, dès 1944, en fait en 1939, quand M. Godbout l'a battu aux élections, grâce justement à l'intervention fédérale dans la campagne, M. Duplessis a compris tout le pouvoir politique et la popularité qu'il pouvait avoir. Mais ça, on peut pas. Et je ne dis pas que Mme Ferretti le blâme de ça, mais aujourd'hui, on est quand on parle de politique, on est toujours dans un niveau de sainteté, n'est-ce pas? Alors que la politique, malheureusement, parfois, faut relever ses manches. C'est un peu comme le sport. Parfois, ça joue dur. Parfois, si vous allez dans les bandes, vous allez en payer le prix. Et M. Duplessis a compris ça suite à sa défaite de 1939, et les libéraux lui ont offert. C'est un peu simpliste de le dire de cette façon-là, mais lui ont offert, grosso modo, presque le pouvoir sur un plateau d'argent en 44 et après, avec leur tentative de centralisation. J'ai en tête un des derniers textes de François-Albert Anger, qui a publié dans un livre, La Société libérale du Plessis. Qui est jamais cité, d'ailleurs. Monsieur Anger critiquait l'Union nationale, mais aimait le côté autonomiste de M. Duplessis. M. Anger est rarement cité dans les travaux. C'est une figure qui mériterait... oui. On devrait certainement la redécouvrir. Cela dit, je pense à ce texte de François-Albert Anger. Je crois que c'est dans le livre qui était tiré le livre de la Société libérale du Plessis de Beauchemin et compagnie. Un livre est organisé, publié, une série d'études finalement sur cette hypothèse de la Société libérale du Plessis. Et François-Albert Anger nous dit... il faut comprendre les années 50, nous sommes dans un mouvement de centralisation radicale. Ottawa veut, c'est un peu l'esprit d'ailleurs du fédéralisme canadien de Lamontagne, Maurice Lamontagne dans son livre, il faut désubstantialiser les provinces. Le Québec ne doit plus être une communauté politique à part entière, le politique doit être centralisé à Ottawa, les provinces finalement seront des unités politiques résiduelles, des archaïsmes, une forme d'archaïsme constitutionnel dans le Canada. Et François-Albert Anger dit à cette période très précise de l'histoire, Duplessis a compris que l'enjeu nationaliste, c'était la défense de l'autonomie politique québécoise, de conserver une existence politique québécoise. Alors, Lucia Ferretti, quand on parle du nationalisme duplessiste, est-ce qu'au cœur de ce nationalisme, on trouve le traditionnalisme plutôt le conservatisme canadien, français, catholique et ainsi de suite, ou est-ce qu'on trouve une conscience plus politique qu'on ne l'a dit des intérêts du Québec?
Duplessis a défendu l'autonomie. C'est vrai. C'est Duplessis, mettons, qui ont donné le drapeau. Duplessis est allé récupérer une partie de la capacité fiscale à Ottawa, capacité qui avait été accaparée par le fédéral pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec des champs de taxation que Godbout avait laissé aller aussi. Bon, tout ça, c'est vrai. Duplessis a aussi essayé d'aller plus loin. Il a, par exemple, créé Radio-Québec. Mais C.D. Howe, le ministre fédéral des Communications, a pensé à un moment donné empêcher les provinces de créer des radios provinciales. Duplessis aurait voulu créer la communauté urbaine de Montréal. Il en a été empêché. Duplessis a quand même créé un ministère des Transports et des Communications simplement pour montrer que c'était bien de compétences provinciales. Duplessis a voulu créer l'Auto-Québec, mais à l'époque, il n'a pas pu empêcher tous les jeux de l'auto extérieurs au Québec de procéder. Donc, il cherchait des ressources fiscales pour investir essentiellement dans l'éducation et la santé. À son époque, il n'a pas pu aller aussi loin. Ceci dit, pour développer vraiment l'autonomie du Québec, il aurait fallu développer une fonction publique. Et Duplessis avait, et là-dessus, il avait une conception très ancienne de la politique, pour Duplessis, le pouvoir politique était ce qui comptait. Duplessis donne à sa province. Duplessis voulait donner les petites bourses à droite à gauche. Duplessis voulait donner lui-même. Une administration publique fonctionne par programme, fonctionne par critères, ne fonctionne pas nécessairement sur la base du politique. Et cette administration publique, il a refusé de la créer. Donc, en ce sens, oui, il a défendu l'autonomie politique, mais il ne l'a pas défendue comme il aurait pu, il n'a pas utilisé les moyens qu'il avait à une époque de prospérité pour développer la fonction publique et l'administration publique, c'est-à-dire donner à l'État québécois sa pleine envergure. Alors, nous allons passer à la pause pour quelques instants. Et au retour de cette pause, nous poursuivons cette discussion sur l'héritage de Maurice Duplessis. Faut-il le réhabiliter? Avec Lucia Ferretti et Martin Lemay, de retour d'environ 1 minute 30, 2 minutes. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Chers amis, vous êtes rebonjour, bienvenue à la Vie des idées pour cette deuxième partie d'émission consacrée au thème « Faut-il réhabiliter Maurice Duplessis ?» Je reçois Martin Lemay, qui est auteur d'un livre tout récemment paru « À la défense de Maurice Duplessis » chez Québec Amérique, et Lucia Ferretti, qui a dirigé en 2010, si je ne me trompe pas, Duplessis, son milieu, son époque, aux éditions Septentrion. Alors nous parlions il y a quelques instants du nationalisme de Duplessis. Pour chercher à comprendre ce nationalisme, parce que bon, aujourd'hui on l'a enfermé dans quelques formules, c'est un nationalisme, on dit clérico-nationalisme, un nationalisme enfermé dans une conception étriquée de la politique. Bon, quand on cherche à comprendre le nationalisme de Duplessis, j'ai tendance à croire que la question de l'autonomie provinciale dont on parlait tantôt est fondamentale. Pourtant, une des grandes figures nationalistes de l'époque, Lionel Groulx, était très sévère envers le nationalisme de Duplessis. Alors, Martin Lemay, vous portez à la défense de Duplessis, mais je vous poserai néanmoins la question, en quoi s'agissait-il néanmoins d'un nationalisme un peu limité, d'un nationalisme qui n'avait pas saisi les enjeux de l'époque? C'est un nationalisme traditionnel. C'était un nationalisme plutôt défensif et non pas, disons, offensif. Pour prendre donc, les nationalistes à l'époque, effectivement, plusieurs, pas tous, mais plusieurs considéraient que M. Duplessis, avec l'État, entre autres, comme l'a dit tout à l'heure Mme Ferretti, pourrait aller plus loin. Mais, encore une fois, M. Duplessis, s'il l'avait fait, c'était pas lui. Donc, mais la politique, pour moi, l'intelligence politique, ça consiste à prendre les décisions au bon moment.
On peut prendre une excellente décision au mauvais moment et cette décision-là sera rejetée par la population. Vous pouvez prendre une mauvaise décision au bon moment et la population l'acceptera. Adopter un drapeau, c'est pas une décision simple. Plusieurs le critiquent, c'est bien sûr le travail du député Chaloux, tout le monde reconnaît René Chaloux, tout le travail qu'il a fait pour que le Québec adopte le drapeau tel qu'il est aujourd'hui ou à peu près, là. Mais qu'un premier ministre décide d'adopter un drapeau, s'assurer qu'il soit accepté par tous et toutes, s'assurer que dans 10 ans, il n'y a pas un nouveau gouvernement qui va arriver et qui va changer le drapeau. Bref, il faut qu'un premier ministre s'assure que ce drapeau-là soit accepté par toute la population québécoise. C'est pas une décision aussi simple qu'on prend le matin en se levant. Il est question ici beaucoup d'intuition politique, n'est-ce pas? Et M. Duplessis, tout le monde le reconnaît. Il y avait une intuition politique, évidemment, imbattable. Deuxième chose, l'impôt. Le gouvernement fédéral va chercher l'impôt des provinces pendant la Deuxième Guerre mondiale. M. Duplessis attendra près de 10 ans avant de passer la loi. Donc, c'était pas un énervé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était un homme patient. Il a essayé, il a assisté à toutes les conférences fédérales provinciales qu'il nommait, évidemment, les circonférences fédérales provinciales. Et en 1954, il a fait passer la loi. Je termine là-dessus en disant, j'insiste sur le fait que des nouvelles taxes, c'était pas nécessairement très populaire dans la population à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Ça prenait un homme de son influence pour expliquer aux gens ce qu'il fallait faire pour, justement, l'autonomie du Québec. Donc, ces deux gestes-là, le drapeau et la loi sur l'impôt provincial, sont, à mon sens, des gestes très, très, très importants et des gestes nationalistes. Peut-être pas aussi spectaculaires que le Chanoine-Gou aurait souhaité, par exemple, Chanoine-Gou et d'autres, mais qui ont quand même permis au Québec de s'ancrer un petit peu plus dans son territoire. Lucia Ferretti. Moi, je vais défendre Lionel Groulx. Et on est mal pris aujourd'hui, hein, entre Duplessis et Lionel Groulx. Telle est l'alternative qui se présente aux Québécois. Oui, c'est ça. Alors, je vais défendre Lionel Groulx. Qui est parfaitement défendable par ailleurs. Vous avez parlé de tout ce que vous venez de dire concerne le Duplessis après 1944. Lionel Groulx s'est prononcé contre Duplessis avant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut voir que dans les années 30, il y a la grave crise économique. Et là, vous avez tout un groupe d'intellectuels laïcs autour d'Esdras Mainville, autour de Groulx lui-même, autour d'autres de la revue L'Action nationale, qui sont en train, dans les années 30, de penser à comment le Canada français et le Québec vont pouvoir se sortir de la crise et le genre de mesures que ça prend. Ça prend une loi contre les trusts. Ça prend la nationalisation de l'électricité. Ça prend un programme d'allocation familiale. Ça prend tout un ensemble d'outils que l'État peut mettre en œuvre. Vous avez en même temps le vieux régime Taschereau qui est au pouvoir. Les libéraux sont au pouvoir depuis 40 ans au Québec, là, entre Taschereau et les autres avant. Ce régime-là est complètement corrompu. Et il y a des jeunes libéraux qui créent l'Action libérale nationale pour mettre en œuvre le programme de la restauration sociale. Et il y a une alliance, d'abord en 1935, qui réussit pas à renverser Taschereau, puis en 1936. Et dès son arrivée au pouvoir, Duplessis laisse entendre qu'un programme électoral, c'est bon pour une campagne électorale, mais que là, les élections sont passées, donc le programme, on peut laisser faire. Et toute l'Action libérale nationale, toute la lutte contre les trusts est passée à la trappe. Vous comprenez que des nationalistes aussi intenses que Lionel Groulx, des gens qui avaient porté cette idée, qui ont relancé le nationalisme au Québec, qui le portaient dans une vision justement d'insertion dans la société du temps, se sont sentis floués par Duplessis, qui était, on doit le reconnaître, un politicien profondément conservateur et assez retors. Absolument. Alors, dans ce sens-là, on doit bien reconnaître qu'il y a une immense aspiration nationaliste qui allait bien au-delà d'ailleurs du simple autonomisme, qui a été comme récupéré par Duplessis et ensuite freiné par Duplessis. Mais je vous répondrai à ça. Combien de gens, intellectuels, des penseurs, ont été déçus par des hommes politiques?
dans l'histoire. Il y a beaucoup plus d'intellectuels déçus dans l'histoire que d'hommes politiques qui ont eu une grande carrière. René Lévesque a déçu plusieurs personnes. Robert Bourassa a déçu. Jean Lesage a probablement déçu des gens. Et c'est le pouvoir, en fait, c'est justement de prendre les idées qui circulent et de garder celles qui vous permettent d'arriver justement au pouvoir. Et là-dessus, je crois que le premier mandat de M. Duplessis a été plus ou moins sérieux, je vous l'accorde. Il a manifestement compris de ses erreurs. Il est arrivé en 1944 plus fort que jamais. Il est resté au pouvoir jusqu'à sa mort, jusqu'en 59. Mais moi, que des gens soient déçus par un homme politique ou un gouvernement, je le conçois entièrement. Mais c'est pas le seul. C'est pas le premier et ça sera manifestement pas le dernier. Non, je comprends bien. Mais si vous voulez parler du premier mandat, dans le premier mandat, Duplessis, quand même, c'était l'époque de la crise. Hein? Donc, il a dépensé. Dans son premier mandat, Duplessis a dépensé. Ça a été tout le programme, par exemple, des travaux publics. Le jardin botanique à Montréal, la côte à Deux-Fesses, la piscine à Trois-Rivières, etc., etc. Ça a été les plaines d'Abraham. Les plaines d'Abraham, il y a un grand réservoir d'eau en dessous. C'est sous Duplessis que ça s'est fait. Donc, dans toutes les régions, il y a eu de l'argent. Et ça coûtait très cher. Il a été interventionniste et il s'est fait bloquer par le syndicat financier canadien. Donc ça, c'est un fait qui l'ont forcé à aller en élection avant son terme, chose qui n'a pas été si mauvaise que ça parce que la guerre, la crise de la conscription est arrivée, puis finalement, c'est Godbout qui a été pris avec ça, chose qui a été quand même dommage parce qu'on a cédé l'assurance chômage, etc., etc. Bon, il reste quand même que dans son premier mandat, il y a eu des tentatives de Duplessis d'utiliser l'État. C'est en fait bloqué. Et après la Deuxième Guerre, ayant affaire à un gouvernement fédéral très riche et lui aussi, disons, particulièrement centralisateur, ayant affaire à un syndicat financier qui lui a pas permis de faire toutes ses actions, et c'est en fait bloqué parce qu'il faut quand même reconnaître que même à cette époque-là, l'État québécois, dès qu'on essaie de faire quelque chose, on se heurte très rapidement au cadre fédéral canadien. Donc c'est un fait, je vous l'accorde, que Duplessis n'a pas pu aller jusqu'où même il aurait voulu aller. Mais je ne crois pas qu'il aurait pu y aller parce qu'il faut pas oublier que sa coalition gagnante, c'était les nationalistes modérés, mais les conservateurs. C'était la coalition qui a élu Maurice Duplessis pendant près de 20 ans, dont encore une fois, les nationalistes et les conservateurs. Donc, il devait toujours conserver un certain équilibre entre ses positions justement nationalistes pour attirer le vote nationaliste, mais sans jamais oublier son vote conservateur. Il ne devait jamais aller trop loin. Mais ça, c'est une chose assez importante quand on lit votre livre, Martin Lemay, où il y a une conception de la politique dont vous témoignez finalement. C'est-à-dire, très souvent, on pourrait dire que on a une conception assez idéaliste de la politique où on la juge en fonction de l'idéal fécond qui devrait, d'une manière ou de l'autre, l'alimenter. Or, vous nous dites, ne nous attendons pas à ce qu'un homme politique, d'abord et avant tout, ne souhaite pas prendre le pouvoir. Ne nous attendons pas à ce qu'il ne souhaite pas conserver le pouvoir. Ne nous attendons pas à ce qu'il ne fasse pas tout ce qu'il faut pour conserver le pouvoir. Et vous dites que si je comprends bien votre livre, si on n'accepte pas qu'un homme politique fonctionne d'abord sur cette logique, qui n'est pas celle d'un intellectuel, on est condamné inévitablement à être déçu ou à être exagérément sévère envers lui. Est-ce que je vous comprends bien? Oui, tout à fait. Et surtout, très souvent, ne pas comprendre. Parce qu'un homme politique, le pouvoir, c'est l'essence de la politique. Bien sûr, il y a les discours, il y a les engagements, c'est important. Mais il reste que la motivation première d'un homme ou d'une femme politique, c'est la prise de pouvoir. Et si ce n'est pas ça, ben vous n'aurez pas le pouvoir ou vous l'aurez pas longtemps. Et ceci étant dit, une fois que vous avez le pouvoir, là, les gens vous jugent pas parce que vous êtes arrivé au pouvoir. Les gens vous jugent sur les choses, ce que le pouvoir vous permet de faire. Et c'est là toute l'habileté politique encore de M. Duplessis de faire des choses avec le pouvoir qui est le sien à l'époque, qui rend heureux, je le disais tout à l'heure, et les nationalistes et les conservateurs. Mais pour moi, cette notion de vouloir le pouvoir, de vouloir y arriver, de vouloir le garder, parce qu'une fois que vous avez le pouvoir, tout le monde le veut. Tout le monde veut vous l'arracher, que ce soit vos adversaires, que ce soit vos critiques. Alors, vous devez le garder près de vous.
Et c'est ce que M. Duplessis a fait longtemps. Et on lui a reproché, est-ce qu'il avait un gouvernement personnel? Peut-être un peu trop, mais il reste que, et on l'a vu avec le mouvement indépendantiste depuis 50 ans, moi, c'est pas clair pour moi que le mouvement indépendantiste ou les nationalistes veulent fermement le pouvoir pour pouvoir pour pouvoir réaliser leurs engagements politiques. Ils veulent réaliser les engagements politiques, mais sans retrousser les manches et aller dans les... Permettez-moi encore l'image du hockey, aller dans les bandes, dans les coins, pour aller chercher la rondelle. Alors, en ayant cette mentalité-là, malheureusement, à mon avis, vous n'arrivez pas à grand-chose. Lucia Ferretti. On peut quand même pas... Enfin, qu'un parti politique, qu'un chef politique veuille le pouvoir pour le pouvoir, je vous l'accorde, souvent c'est ce qui se passe. Que Duplessis ait voulu le pouvoir pour le pouvoir, c'est absolument indubitable. Cependant, comme société, on n'a pas à admirer ça. Ce qu'on attend d'un homme politique, ce qu'on attend d'un parti politique, c'est que quand il arrive au pouvoir, il réalise en effet les engagements et que ces engagements-là soient au bénéfice de la société et de la nation. Sur ce plan-là, on doit constater que si Duplessis n'a pas été absolument mauvais, s'il a en effet réalisé des choses pour le Québec, il en a probablement réalisé beaucoup moins qu'il l'aurait pu dans la conjoncture, parce qu'en n'intervenant pas, il a laissé le champ libre au fédéral en centralisation et surtout en développement de l'État-providence. Il a nui au mouvement qui était quand même le syndicalisme, un mouvement social fort. Il a empêché une partie de la jeunesse, tous les mouvements de jeunesse, toutes les forces vives des années 50, et il y en avait énormément, se sont trouvés brimés, se sont trouvés... Alors, à ce moment-là, je veux dire, si oui, bien sûr, il a gardé le pouvoir pour le pouvoir. En 1956, il a dû dépenser une fortune pour gagner ses élections, parce que le Québec n'en pouvait plus. Il faut quand même reconnaître ça aussi. Martin Lemay. Mais je le reconnais, mais je vais être un petit peu nietzschéen. Le mouvement syndical, par exemple, il a été fort. Pourquoi? Parce qu'il avait une résistance équivalente. Je le dis 50 ans plus tard, c'est qu'un mouvement devient fort parce qu'il a une résistance très forte à lui. Et je crois, moi je sais que tout ça est très ironique, mais il reste que le mouvement syndical, s'il est si fort au Québec, une des raisons, c'est qu'il a dû se frotter à Maurice Duplessis pendant de nombreuses années. Et le mouvement syndical voulait arracher le pouvoir à M. Duplessis. Il était évidemment pas question pour lui, mais ça lui a permis de s'organiser, de réfléchir, de mobiliser les travailleurs. Évidemment, c'est un peu par défaut, mais il reste que le pouvoir que vous avez ou la force que vous avez, c'est toujours par rapport à la résistance que vous avez face à vous. On va bientôt passer à la question, parce qu'il nous reste peu de temps, une quinzaine de minutes. On va parler de la question des mythes autour du régime duplessiste. Mais j'aimerais quand même vous poser une dernière question sur son nationalisme qui me semble très importante, parce qu'elle pose la question de l'héritage du nationalisme duplessiste, et c'est la question du rapport Tremblay. C'est-à-dire le rapport Tremblay, que Duplessis rend possible, et il accepte. C'est là, ça fait partie de son héritage. Donc, le rapport Tremblay, on le sait, le rapport à la fin des années 50, qui cherche à définir la mission de l'État québécois comme État national des Canadiens français. C'est un nationalisme traditionnaliste qui l'alimente. Et paradoxalement, ça va aussi fonder les revendications de la Révolution tranquille. Lucia Ferretti, quand on parle du Maurice Duplessis, le rapport Tremblay, dans notre histoire, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de son héritage ou que ça lui est un peu étranger, finalement? Mais malheureusement... Ça, c'est vraiment un point essentiel que vous soulevez. Le rapport Tremblay est arrivé à la fin des années 50, c'est-à-dire très tard, extrêmement tard. Et il a fondé la Révolution tranquille. Je peux pas dire ça, parce que quand le sage est arrivé au pouvoir, il aurait fallu qu'il mette en œuvre les recommandations du rapport Tremblay qui créait enfin les conditions d'un État-providence proprement québécois. Mais ce que le sage a fait, il venait du fédéral, le sage, il faut jamais oublier ça. Ce que le sage a fait, c'est que pour aller plus vite, pour que les Québécois puissent enfin avoir accès à l'assurance hospitalisation que Maurice Duplessis avait refusée, pour qu'ils puissent enfin avoir accès
à un ensemble de mesures sociales que Duplessis refusait parce qu'il refusait les empiètements fédéraux dans les compétences provinciales, ce que Lesage a fait, c'est qu'il a accepté les programmes à frais partagés. Il a accepté, en fin de compte, que le cadre de l'État-providence soit défini par le fédéral à l'aide des programmes à frais partagés. Ce qui est, dans le fond, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, mais ce qui a livré le Québec à l'argent dans le fond, donné par le fédéral. Et on voit les conséquences de ça. Maintenant que le fédéral désinvestit, le Québec n'a plus. Le déséquilibre fiscal vient entièrement de cette affaire-là. Mais vraiment, le rapport Tremblay a été obligé d'être concédé par Duplessis, mais les recommandations n'ont jamais pu être en œuvre parce qu'en réalité, le rapport Tremblay, il aurait fallu le faire avant, et la manière de le faire avant, ça aurait été d'accepter les revendications ou les solutions du programme de restauration des années 30, et là, on voit le retard pris par le régime Duplessis. Ça, c'est dramatique, cette histoire-là du rapport Tremblay. Non, parce que M. Duplessis jugeait qu'il n'était pas d'accord avec les conclusions du rapport, c'est manifeste. Et bon, on peut le déplorer, mais ce que je remarque, et pas seulement Mme Ferretti, mais beaucoup des critiques de Duplessis, et c'est rare pour un homme politique, c'est que les critiques, c'est surtout ce qu'il n'a pas fait. Et non pas ce qu'il a fait. Habituellement, on critique les politiciens parce qu'ils ont fait des choses de manière peut-être trop tard, trop tôt, pas de la bonne façon. Mais dans le cas de M. Duplessis, le cœur des critiques qu'on lui fait, c'est de ne pas avoir fait des choses. Mais je suis obligé ramener ça à un point, c'est que M. Duplessis s'est fait quand même élire et réélire sur cette base-là. L'autre chose, vous parliez de nationalisme. M. Duplessis a montré, et je vais revenir sur l'exemple que Mme Ferretti a donné, M. Duplessis a démontré qu'un nationaliste pouvait gagner. C'est pas rien, ça. Ça, pour moi, dans l'histoire du Québec, c'est fondamental. Seul Honoré Mercier l'avait fait avant lui. Taschereau était nationaliste aussi à sa manière. Le maire Gouin aussi, mais bon, de façon... oui, mais bon, j'essaie, moi, de Jean pas... Jean Charest l'était aussi à sa manière. Peut-être même non, jamais j'irai jusque-là quand même. Mais alors voilà, il a démontré... Alors... qu'un homme politique comme M. Lesage, qui vient d'Ottawa, qui vient du gouvernement le plus centralisateur de l'histoire du Canada et du Québec, et devienne le politicien le plus nationaliste du Québec, il a pas eu une route, je pense pas qu'il y a eu une apparition de l'esprit. Il a compris que politiquement, c'était, entre guillemets, là, j'aime pas du tout le terme, mais je vais l'utiliser, c'était rentable pour lui politiquement, et sans ce nationalisme, le Parti libéral n'aurait pas été élu en 1960. Il nous reste peu de temps, mais j'aimerais vous entendre, parce que quand on fait le bilan du duplessisme, évidemment, il y a quelques mythes, ou à tout le moins quelques idées fortes qui le définissent négativement. Pour l'essentiel, deux de ces mythes, notamment, peut-être pas des mythes, en fait, peut-être tout simplement des pages sombres, le faire une scène latonne, donc autrement dit, Duplessis liquide nos ressources naturelles. Duplessis, c'est celui qui consent au colonialisme économique sur le Québec. Et ensuite, si on a le temps, Duplessis et la loi du Canada, donc le régime autoritaire. Mais d'abord et avant tout, Lucia Ferretti, le Québec, le faire une scène latonne. Est-ce qu'on doit dire que Duplessis a consenti au colonialisme, au néocolonialisme canadien sur le Québec dans sa politique de développement du Nord? Non, pas du tout. Ça c'est intéressant. Duplessis a voulu ouvrir le Nord. Bon, alors, à qui il a offert d'abord d'ouvrir le Nord? Il est allé voir les millionnaires canadiens-français qui s'étaient enrichis sous le régime Taschereau, des gens comme Barsalou et d'autres. Il leur a offert en premier d'aller développer le Nord. Ces libéraux-là n'ont jamais voulu le faire. Donc, Duplessis est allé chercher, dans le fond, le capital étranger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, dans le fond, le une scène la tonne. Le une scène la tonne, c'était plus que ce que recevaient à peu près tous les gouvernements provinciaux en redevance pour le fer et les autres ressources naturelles à cette époque-là. Donc, dans les mines du Labrador, Terre-Neuve recevait presque rien. Et à ce moment-là, il faut voir que le une scène la tonne, c'était malgré tout mieux que rien. Martin Lemay. Mais il y a ça, mais il y a aussi, il y a une entreprise privée, des gens sérieux qui réussissent à amasser des centaines de millions de dollars. Ils vont voir un premier ministre pour dire, il y a du fer sur votre territoire, nous serions intéressés à investir 100 millions, 200 millions de dollars avant même la première pelletée de fer.
vous êtes premier ministre, vous voulez créer des emplois, vous voulez développer justement une partie. Cette île, à l'époque, là, c'est un camp de pêcheurs, là. J'exagère un brin, mais pas loin. Et avec le développement de la Côte-Nord, cette île va devenir la grande ville que l'on connaît aujourd'hui. Et même René Lévesque est revenu dans une de ses chroniques sur les accusations que lui-même avait fait face à Duplessis. Alors ça, c'est vraiment un mythe. Une scène de la tonne, c'est le chef de l'opposition libérale qui a lancé. C'est un slogan. Alors, on fait l'histoire au Québec avec des slogans. Vous imaginez-vous, c'est un peu honteux quand on y pense. Qu'un slogan politique, c'est une chose. Et quand j'ai moi-même été en politique, je m'en suis servi amplement. Mais quand on veut faire de l'histoire sérieuse, et là, on répète une scène de la tonne tout le temps, en tout cas, moi, ça me fait poser des questions. Et, bref, quand vous êtes premier ministre et vous avez des investisseurs qui ont des centaines de millions à investir, qu'est-ce que vous voulez? Vous dites oui, vous essayez, vous négociez des conditions qui sont les vôtres et après ça, mais par contre, vous retenez votre parole. Contrairement au premier ministre actuel, M. Duplessis a toujours tenu sa parole. Quand la loi était votée, les compagnies pouvaient faire des affaires. Ça, c'est important pour une compagnie de savoir qu'il y a une stabilité politique et que le contrat signé avec les pouvoirs publics sera respecté. Alors, nous nous rapprochons de la fin. Je me permets néanmoins, avant d'arriver à la question de l'héritage, il nous reste environ 5 minutes, une petite question sur cette autre idée forte, la question de la loi du cadenas. On se tourne vers les années 30 et on dit Duplessis mettait les communistes en prison. Duplessis, en fait, utilisait la loi du cadenas pour plus largement réprimer les mouvements progressistes. Lucia Ferretti, quand on fait le bilan de cette loi du cadenas, est-ce qu'on doit y voir un acte autoritaire du régime duplessiste ou est-ce que les choses sont plus complexes? C'est sûr que la loi du cadenas, c'est quand même la loi du cadenas. C'était une loi pour interdire la propagande communiste. Mais ce qu'il faut savoir... On ne plus à des choses semblables aujourd'hui de la part de la Commission des droits. Absolument. Mais ce qu'il faut savoir... 59, on pourra en parler. Là, bon, mais... c'est une boutade. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Parti communiste n'a jamais été déclaré illégal au Québec, même sous Duplessis. Tandis que le Parti communiste a été déclaré illégal au niveau fédéral et a été déclaré illégal dans la province de l'Ontario. Donc, c'est sûr qu'au niveau fédéral et dans les provinces, il n'y avait pas besoin de loi du cadenas puisque c'était carrément illégal. Dans le Québec, la loi du cadenas, elle était pour interdire la propagande communiste. Elle a surtout servi à surveiller les activités des syndicats. Mais il faut quand même reconnaître que Duplessis n'a jamais rendu le Parti communiste illégal. Cette loi-là a fini par être désavouée 20 ans plus tard par la Cour suprême, non pas sur la base qu'elle éradiquait la liberté d'expression, mais sur la base que le provincial avait outrepassé ses droits et que c'était une compétence exclusive du gouvernement fédéral que de légiférer sur ces sujets-là. Barthélemy. D'un point de vue politique, cette loi-là a été adoptée en 1937 à l'unanimité de l'Assemblée, donc les libéraux ont voté pour. Monsieur Adélard Godbout, chef du Parti libéral et premier ministre du Québec en 1939 et 1944, n'a pas abrogé la loi, alors que plusieurs essaient de dire que dans la grande noirceur, la lumière était un petit peu la lumière de Monsieur Godbout, le libéral Monsieur Godbout, mais Monsieur Godbout n'a pas abrogé la loi du cadenas. Je peux la défendre dans un contexte, c'est que aujourd'hui le communisme, on en rit un peu. Mais dans les années 30, 40, 50, le communisme était un véritable danger en Occident. Et de façon plus globale, et même, j'oserais même dire que M. Duplessis avait une dizaine d'années d'avance sur les États-Unis et sur l'Occident en ce qui concerne la lutte au communisme. Alors nous arrivons vers la fin de cette émission. En quelques mots, si aujourd'hui, imaginons, ce n'est qu'une hypothèse, qu'on doive considérer que Duplessis a sa place dans la liste des premiers ministres respectables de l'histoire de la province de Québec. Lucia Ferretti, est-ce qu'on peut dire que Maurice Duplessis aurait été un grand premier ministre du Québec? En tout cas, Maurice Duplessis est un des premiers ministres qui a eu les plus longs mandats.
Donc, c'est sûr qu'il est possible de faire une étude de son bilan sur le long terme, surtout que c'était une époque extrêmement contrastée. Mérite-t-il sa mauvaise réputation? Il mérite pas entièrement sa mauvaise réputation, ça c'est certain. Qu'il ait finalement favorisé les forces de l'immobilisme au Québec, c'est certain. Mais par contre, il a aussi, on pourrait dire, tenu le fort. Donc, en ce sens-là, il faut en effet arrêter de l'accuser de tous les maux et le voir comme un véritable diable, surtout en comparaison des premiers ministres les plus récents, au niveau provincial en particulier. De ce point de vue-là, la défense des intérêts du Québec était certainement pas moins grande sous Duplessis qu'elle peut l'être depuis les années 2000. Martin Lemay, vous dites dans le livre Nous terminons, il nous reste quelques instants, vous voteriez pour Maurice Duplessis. Oui. Vous voteriez encore aujourd'hui pour Maurice Duplessis? Je voterais pour un Maurice Duplessis en 2016 pour les raisons que nous avons évoquées au fil de cette discussion. Mais ma valeur première, moi, en politique, c'est le nationalisme canadien-français. Comme le dit Mme Ferretti, modéré, défensif, mais qu'il faut pas trop enquiquiner longtemps, ne serait-ce que pour cette raison, pour moi, ce fut un de nos grands premiers ministres. Alors, chers amis, merci infiniment de votre présence ici aujourd'hui. La semaine prochaine, à La Vie des idées, le thème d'actualité, mais qui a été choisi il y a longtemps, enjeu du féminisme aujourd'hui, nous recevrons Judith Lucier et Sébastien Bilodeau pour débattre de cette question. Lucia Ferretti, Martin Lemay, merci encore de votre présence ici aujourd'hui.